Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Aziz Mohamed Sali, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous recevoir et merci d'être sur notre plateau d'entretien exclusif. Un plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'accord de Kinshasa et également le référendum constitutionnel à venir. Quelle est votre impression, déjà que nous nous approchons du référendum et que nous avons passé l'étape de l'accord de Kinshasa? Le sentiment, c'est d'abord au niveau des engagements initiaux de la transition. C'est organiser un dialogue, c'est permettre le retour de tous les Tchadiens, d'où qu'ils viennent, politico-militaires, exilés, activistes. C'est permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Sur ces différentes étapes, je pense que malgré quelques difficultés, on est dans les temps. Et quand on regarde aussi les 6 autres transitions en Afrique, on peut être fier parce qu'on a des avancées significatives dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Quelles sont les étapes cruciales qui ont mené à la signature de l'accord de Kinshasa? L'accord de Kinshasa, je voudrais vraiment rendre hommage au président Tshisekedi, qui a fait un déplacement ici en mi-juillet, qui a rencontré tout le monde, qui n'a pas beaucoup parlé, mais son intention était de faire la facilitation pour qu'il y ait un accord. Donc je crois que sa volonté à lui, et la volonté du président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a eu une décision majeure dans le cadre de ce processus. Ensuite, le gouvernement a pris ses responsabilités. Et toujours, ce n'est pas le premier accord, on a eu plusieurs accords depuis le début de la transition, et ça ne sera pas le dernier, pour permettre justement à ce qu'elle soit le plus inclusive possible, la plus inclusive possible. Donc, il y a l'action du facilitateur, il y a l'action des 2 chefs d'État, il y a l'action du gouvernement, et bien évidemment, il y a la volonté des transformateurs. Un accord, il faut être au moins 2 pour pouvoir le faire. Donc, cette volonté de tourner une page, et cette volonté de pouvoir revenir au pays, a aussi facilité, je pense que c'est aussi un élément qu'il faut mentionner. Et pour vous, quels sont les points clés de l'accord que vous avez signé à Kinshasa? Nous parlons bien évidemment des points qui ne figurent pas sur le document que nous avons lu. Il n'y a pas d'accord confidentiel ou d'annexe à l'accord qui a été signé à Kinshasa. Ce n'est pas un accord de principe, c'est un accord de réconciliation de 4 pages et sur lequel il y a des engagements des uns et des autres. Engagement du gouvernement, engagement du Parti des transformateurs et également la facilitation qui a un certain nombre d'engagements de suivi et également en cas de difficulté d'interprétation de l'accord, elle interviendra pour essayer également de rapprocher les positions. Donc sur cela, il n'y a pas outre mesure d'autres engagements que ceux qui sont prévus et toujours dans l'esprit de transparence, le gouvernement a tout de suite rendu public l'accord pour que tous les Tchadiens sachent qu'est-ce qui a été convenu et quels sont les objectifs qui y figurent. Est-ce que cet accord ne concerne que les transformateurs ou toutes les parties qui ont participé aux manifestations du 20 octobre? Parce que là, nous avons Wakitama qui dit ne pas se reconnaître dans cet accord. Écoutez, en réalité, en droit, on dit les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ça veut dire que quand vous signez un accord, ça vous engage. Mais quand vous ne le signez pas, bien évidemment, vous êtes tiers. Vous êtes une personne tierce. Donc, c'est d'abord les personnes qui ont signé, qui sont engagées, le parti, le transformateur, et le parti principal qui a fait appel à ces événements du 20. Le 19, le parti, le transformateur, dans une audio que tout le monde peut voir aujourd'hui, a appelé à un changement de régime. Un gouvernement du peuple pour la justice et l'équité est mis en place, avec donc des gens qui doivent être remplacés, probablement qu'il y a un porte-parole qui devait être là, en lieu et place de ma modeste personne, et donc il y avait un remplacement qui devait se faire. Par la suite, il y a eu ces événements malheureux, et plus d'1 an après, nous sommes arrivés à une réconciliation. Donc je pense que cet accord, c'est aussi pour essayer de tourner une page. Il faudrait du temps pour réconcilier, bien évidemment,
globalement les cœurs, mais c'est une étape importante. C'est une étape importante parce qu'elle permet aux uns et aux autres de rentrer, et surtout la question de l'amnistie. Et celle-ci touche tout le monde. L'accord touche les transformateurs, mais l'amnistie touche tout le monde parce qu'une amnistie est faite, est liée à des faits. Nous avions une loi d'amnistie qui avait été votée le 30 décembre 2021 pour tous les ex-politico-militaires et tous ceux qui étaient impliqués dans les faits d'atteinte à l'ordre public et au territoire, ceux qui avaient attaqué plusieurs fois par des armes le Tchad, ont été amnistiés. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés, et certains sont au gouvernement. Donc l'amnistie, il faut le comprendre dans ce sens-là, qu'elle vise à lever un certain nombre d'infractions pour des personnes qui ont commis ou pas. Et ça doit être quelque chose qui doit être très clair. Et donc ça touche tous les faits liés aux événements du 20 octobre, pour permettre à ce qu'il y a l'amnistie, contrairement à la grâce, il y a souvent des incompréhensions sur ce point de vue-là. Elle est d'abord d'origine législative, l'amnistie, contrairement à la grâce. Et la grâce touche des personnes qui ont été déjà condamnées, uniquement. Donc nommément citées et qui sont graciées. Les conséquences juridiques aussi sont un peu différentes, puisque la grâce n'enlève pas de façon rétroactive les faits eux-mêmes, et il y a aussi les aspects politiques qui restent. La sanction reste aussi. L'amnistie permet d'effacer tout cela, sauf bien sûr pour des faits qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas prescriptibles. Il existe. Sinon, je crois que c'est une compréhension qui doit être claire à ce niveau-là. L'accord touche ceux qui l'ont signé. Les conséquences de l'amnistie, c'est tout le monde. Alors, vu que vous évoquez l'amnistie, les ADH ont déposé une plainte devant les juridictions internationales. Pensez-vous que la loi d'amnistie prévue dans l'accord viendrait entraver ces procédures ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un certain nombre, et par ironie, j'ai écouté aussi un certain nombre d'organisations, des ADH, des politiques qui disent on dit non à l'accord de Doha, mais vous n'êtes pas signataire. C'est celui qui est signataire qui peut dire j'accepte pas ce que j'ai signé. Donc je crois que ça c'est déjà un petit peu contradictoire et un peu ironique. Ironique dans le sens où je pense que la signature de cet accord enlève un petit peu à beaucoup de détracteurs et beaucoup qui ont un certain nombre d'argumentaires un peu redondants de dire non. Ils préféraient en gros que Masra ne vienne pas. Malheureusement, beaucoup auraient souhaité parce que ça aurait été un petit peu leur gagne-pain sur un certain nombre d'activités et d'actions. Et malheureusement, il y a eu cet accord, il faut qu'ils en prennent acte. Quand bien même on ne demande pas à ce qu'ils le signent. Quand vous me parlez de Wakitama, moi juridiquement je ne connais pas Wakitama. Parce que une organisation, une association, c'est quelque chose qui est enregistré, reconnu légalement. Je ne peux pas aujourd'hui me mettre avec une dizaine, une cinquantaine de personnes pour dire moi je suis un parti politique. Non, il y a des règles. Et c'est ça le principe de justice. Et c'est ça le principe de démocratie. C'est d'abord le respect des règles établies. Donc, lorsque il y aura une organisation en bonne et due forme établie, et il y en a des milliers qui se font. Vous savez, aujourd'hui, on a 268 partis politiques au Tchad. Durant la transition, on a presque une quarantaine de partis politiques qui ont été créés. Et tous les jours, les partis se créent. Personne n'interdit à ce que vous soyez enregistré. Et quand vous êtes enregistré, vous respectez les règles. Et c'est aussi le sens de l'accord de Kinshasa. C'est que les transformateurs s'engagent à respecter les règles. Les règles. Vous êtes en train de nous faire comprendre que l'amnistie n'a pas de pouvoir au-delà de nos frontières. L'amnistie n'a pas de pouvoir au-delà de nos frontières parce qu'il y a la hiérarchie des normes. Mais moi, j'ai été à la CPI. Moi, j'ai rencontré le procureur
de la CPI avec une délégation gouvernementale, je pense que beaucoup de personnes se font des idées. Il faut le dire vraiment comme cela. On ne décrète pas comme ça qu'il y ait des faits qui relèvent de la CPI ou pas. Il y a des règles à ce niveau-là. Encore faudrait-il le respecter. Et là, en l'occurrence, donc, on les laisse faire, tous ceux qui ont des actions à intenter, c'est leur droit. Le gouvernement est droit dans ses bottes et continuera de faire des accords de réconciliation avec tous ceux qui veulent bien venir pour participer à la refondation du Tchad. Dans les jours à venir, la loi sur l'amnistie sera discutée avec les conseillers nationaux. S'il arrivait que le Conseil national n'adopte pas cette loi, quel serait l'avenir de l'accord de Kinshasa? Écoutez, l'accord de Kinshasa, il faut le rappeler. Le gouvernement a 4 engagements principalement. Le premier, il est relatif à un retour du président du parti, signataire, et aussi un certain de ses lieutenants, pour ne pas dire ses généraux, un retour en sécurité. Et là, il n'y a aucun accroc. 3 jours après la signature de l'accord, ça s'est réalisé. Le deuxième acte, c'est le mandat d'arrêt. Le gouvernement s'est engagé à initier sa suspension. Pourquoi pas une annulation ou une suspension? Parce que, non, en réalité, c'est qu'il y a une procédure. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est l'initiation que le gouvernement avait faite. Le gouvernement n'a pas pris le mandat. Et donc, il fallait faire un plaidoyer pour que, justement, on suspende et qu'ensuite, les autres procédures puissent se faire pour permettre le retour immédiat de cela. Le troisième axe, c'est aussi initier une loi d'amnistie. Parce qu'une loi d'amnistie, elle est législative. Contrairement à la grâce qui est d'origine gouvernementale et présidentielle, qui est un décret, là-bas, c'est une loi. Et une loi, bien évidemment, ça va jouer. Et le quatrième, c'est le respect, bien évidemment, de la liberté des partis politiques. Donc, sur ce point, sur la loi d'amnistie, sur ces 4 points, le gouvernement estime qu'il a pleinement rempli ses obligations. Et il fera le plaidoyer, bien évidemment, pour que la loi d'amnistie passe. C'est évident, il faut être cohérent avec soi-même. Quand bien même il y aura des discussions, et on espère les plus franches possibles, mais le CNT aura la maturité, bien évidemment, d'accompagner cette politique du gouvernement dans le cadre de cet accord de réconciliation. C'est tout l'espoir que nous pouvons fonder et tous les plaidoyers que nous ferons dans ce sens-là. Quel est le rôle prévu dans l'accord de principe du Kinshasa que les transformateurs devraient jouer pour la suite de la transition? Je voudrais une fois de plus dire qu'il n'y a pas d'accord de principe. C'est un accord de réconciliation parce qu'un accord de principe, ça veut dire des engagements de principe, ça veut dire des grandes lignes. Non. Là, c'est des engagements formels, contractualisés et définitifs. Sur le rôle des transformateurs, vous savez, quand il y a un accord, ensuite, c'est d'abord, il y a des prérogatives qui sont propres à chacun. Moi, à mon niveau, je peux agir que par arrêté sur un certain nombre de nominations. Il y a un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, du Premier ministre. Donc je ne pense pas, et que comme certains le pensent, qu'il y a sous-jacent à cet accord un certain nombre de postes qu'il faille distribuer. Non, non. Quand bien même on connaît les ambitions qu'a toujours souhaité le président Masra, mais bon, qu'il souffre de respecter aussi le fait qu'il y ait des prérogatives propres à chacun, qu'il y a des jeux politiques, des équilibres politiques. Le parti des transformateurs a été reconnu pendant la transition. Ça, il ne faut jamais l'oublier, ça. Avant ça, il n'existait que de nous. Légalement, il n'a été reconnu que pendant la transition. Vous avez des partis politiques qui pèsent, qui ont des poids politiques. Un parti politique vise à acquérir le pouvoir. Quand bien même certains disent non, je ne suis pas venu ou je ne suis pas là pour des ambitions personnelles. Non, non.
un parti politique. Sinon, vous laissez le parti politique et vous faites une association caritative. Non. Le parti politique, c'est pour le pouvoir. Et pour le pouvoir, bien évidemment, c'est des conciliabules, c'est des échanges, et quand ça match, on avance. Donc, je pense que sur cela, il n'y a pas d'engagement propre, particulier, que je cherche. Et je peux suivre tout le processus dans ce sens-là. Mais l'objectif, c'est cela. Vous avez les politico-militaires qui sont rentrés. Vous avez 52 mouvements qui sont rentrés. Il y en a 5 qui sont dans le gouvernement. Il y en a 45 qui sont dans le CNT, membres du CNT. Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui ne le sont pas forcément. Donc, il faut. D'autres, quand ils le sont, ils sont ailleurs. Parce que c'est ça l'inclusivité, c'est de permettre à ce que chacun puisse essayer de façon équitable à trouver sa place. Et j'insiste sur l'équité, qui est complètement différente de l'égalité. Pour philosopher un petit peu, l'égalité n'existe pas. On ne sera jamais égaux, ni hommes, ni femmes, ni même frères et sœurs. Donc, l'égalité reste une chimère, à mon sens, au niveau d'analyse. Mais ce sur quoi je pense qu'il faut insister, c'est l'équité. Une toute dernière question, pardon, sur l'accord qu'on vient d'appeler accord de réconciliation et non de principe. Pourquoi après quelques 3 semaines de signature, le gouvernement n'a pas fait une déclaration officielle? Le gouvernement a toujours gardé silence. Non, le gouvernement n'a pas gardé silence. Le gouvernement a d'abord publié l'accord en lui-même. Le ministre de la Réconciliation l'a mis à la disposition des journalistes dans une séance de conférence avec la presse. Et le gouvernement estime que c'est un accord de plus. Et depuis lors, le gouvernement est sur d'autres chantiers avec certains nombres de politico-militaires qui ne sont pas encore rentrés. Vous savez, il ne s'agit pas de faire du boucan pour faire du boucan. C'est d'abord dans l'action que le gouvernement se met. Il y a quelques jours, vous aviez également plus d'1 millier d'ex-combattants du FACT et d'un autre mouvement qui sont rentrés. C'est des procédures, c'est des négociations sur plusieurs mois qui permettent cela. Et ça, je crois que c'est vraiment l'action de la transition. Quand la transition, bien évidemment, quand souvent on dit qu'il n'y a personne qui est élu, c'est aussi parce qu'il n'y a pas une opposition, il n'y a pas une majorité. Donc, bien évidemment, il y a des crédits à mettre sur les actions remarquables que font les services de sécurité, les services spéciaux. La volonté du chef de l'État de toujours tendre la main, que ce soit les transformateurs, que ce soit les politico-militaires, que ce soit ceux qui sont actuellement avec Saint-Egidio, pour que vraiment tous les Tchadiens, au maximum, puissent pouvoir venir. Mais bien évidemment, ça ne sera jamais tout le monde, l'unanimité n'existant pas. Monsieur le ministre, d'ici quelques jours, la campagne référendaire débutera. Il y a des partis politiques qui haussent le ton et qui envisagent boycotter le référendum. Est-ce que ce n'est pas un échec de procédure pour le gouvernement? Aucunement. Aucunement. La procédure a été totalement respectée. Et les engagements du DENIS, donc du Dialogue national inclusif et souverain, ont été complètement respectés. Il est prévu un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai précis, 2 ans. Et des élections également qui doivent se tenir. Et il est prévu, dans ces délais-là, qu'une constitution soit bâtie sur la base de celle du 31 mars 1996. Elle a été faite. Le préambule modifié. Et qu'on soit dans une constitution qui ressemble un peu plus au Tchadien, à travers les us et coutumes qui soient mis, les chefferies traditionnelles qui aient un rôle plus important dans le cadre des conflits. Et surtout, plus que jamais, il faut le dire, de permettre à ce qu'il y ait une gestion par la base. Les collectivités autonomes, à 2 niveaux, vont être élues, au niveau des provinces et au niveau des communes, avec une autonomie de gestion, avec un budget propre et aussi avec une fonction publique territoriale. Donc, c'est un respect en réalité de tout ce qui a été prévu par le DENIS qui va être soumis aux Tchadiens. Maintenant, si une ou plusieurs personnes sont contre, l'idéal en réalité de la démocratie, c'est quoi? C'est d'aller mettre le bulletin que l'on veut dans l'urne. C'est ça. Vous n'en voulez pas,
vous dites non. Vous en voulez, vous dites oui. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas de dire non, je suis contre le principe. Non, c'est mal fait. Non. Le mal fait, c'est le peuple qui juge. Ce n'est pas des partis ou des associations. Le dernier juge, ce sera le peuple. Et si le peuple la rejette, alors il faudra recommander le processus avec ce qu'aura décidé le peuple. Si le peuple l'accepte, alors il faudra l'accepter. La vraie difficulté en réalité de nos pays, et particulièrement des pays comme le Tchad, c'est en réalité d'avoir des positions dogmatiques. Nous ne sommes pas des démocrates pour la plupart. Le démocrate est celui qui dit « je vais à la bataille et si je perds, je reconnais ». Aujourd'hui, vous avez certains partis et associations qui sont dans la posture où je vais à la bagarre, même si je perds, je conteste et je dis non. Ce n'est pas la démocratie. C'est différemment du radicalisme. Quel que soit ce qui est fait, certains voient que c'est mauvais. Et ça, je pense que c'est pas ça qui fera avancer notre pays. Il faut faire des critiques constructives pour dire que ça, vous le faites mal et que c'est comme ça que vous devrez le faire. Le gouvernement en prend acte. Oui, le gouvernement modifie. Des critiques constructives, est-ce que vous tenez compte de l'avis des uns et des autres depuis le début? Bien sûr qu'on en prend compte. C'est pour ça que les uns et les autres, et pour la plupart, ils sont dans l'action du gouvernement. Ils sont des membres du gouvernement. Ils sont, pour ceux qui ont été des critiques virulentes des premiers ministres, des membres du CNT, ceux qui avaient des armes il y a encore 2 ans, sont maintenant ceux qui vont demain débattre sur l'amnistie, oui ou non, et de façon libre et complètement démocratique. Donc c'est dans ce sens-là qu'on souhaiterait que le débat se situe. On ne dit pas qu'il faille accepter tout, non. Faites des critiques, faites-les de façon constructive, en respectant les textes, et le gouvernement, qui n'a pas une légitimité élective et qui veut qu'on retourne à l'ordre constitutionnel, à ce moment-là, peut-être que les gens seront un peu plus braqués quand il y aura quelqu'un qui sera élu et qui ne fait que mettre en place. Mais là, aujourd'hui, non, personne ne l'est. Et donc, c'est tout le temps des conciliabules qu'on essaye de faire. Et cet élément d'écoute, il est vraiment permanent au niveau du gouvernement pour essayer de corriger ce qui peut l'être. Comment se passera la campagne référendaire? Est-ce que le gouvernement entend battre campagne également? En réalité, c'est d'abord la liberté, même au sein du gouvernement. Le gouvernement a décidé, avec le Premier ministre, de mener, bien évidemment, et il aura l'occasion de le dire lui-même, eh bien, chacun est libre, dans le cadre de ses activités partisanes, de pouvoir battre campagne pour le oui ou pour le non, pour ce projet de constitution. Donc à ce niveau-là, je crois que c'est vraiment la liberté pour tous les Tchadiens et pour tous ceux qui composent, parce qu'ils sont très divers et variés dans le cadre du... Il y a même des partis fédéralistes qui sont dans le gouvernement. Donc ils sont libres de pouvoir le faire. Mais vraiment le sentiment, c'est que le gouvernement doit aussi être vraiment droit dans ses bottes. C'est un gouvernement d'union, issu du dialogue. Est-ce que le gouvernement estime que ce projet de constitution respecte les engagements qui ont été mis au dialogue? Oui. Alors, la logique veut que nous puissions dire c'est ce que nous soumettons, puisque c'est le gouvernement qui le soumet. On ne peut pas se dédire dans l'ensemble de l'action du gouvernement pour dire qu'on est contre, c'est pas possible. C'est le gouvernement qui le défend, c'est le gouvernement qui l'a mis, et si le gouvernement perd, le gouvernement est démis. Ça aussi, c'est une conséquence logique des choses. Donc, à ce niveau, on est droit à nos portes dans le cadre de la gestion globale du processus, quand bien même chacun, lorsqu'il sera devant l'urne, mettra ce qu'il veut comme choix. Monsieur le ministre, nous aimerions avoir votre avis en tant que citoyen tchadien et non ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Croyez-vous en la victoire du oui? Personnellement, bien évidemment, c'est d'abord une question dogmatique, bien évidemment. Moi aussi, je appartiens à un parti politique. Et en dehors du fait que je sois membre du gouvernement, la vraie difficulté en réalité, ça a été l'absence de mise en œuvre de tout ce qui a été prévu comme élément de décentralisation. Je pense que c'est un point de vue général que de dire que ce n'est pas la question de la forme de l'État qui pose problème au Tchad. C'est d'abord la question d'équité, de la justice sociale, de la question du mode de gestion.
C'est les trois axes majeurs en réalité sur lesquels il faut que nous refondions les choses pour que nous puissions avoir les desiderata des Tchadiens qui correspondent à cela. La question de l'énergie, c'est un crève-cœur, ça c'est évident. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que ça marche. Et ça, je pense que c'est des faits. Reconnaître déjà cet or, c'est déjà une partie de la solution. Et donc, comment mieux faire et comment pouvoir interagir. Donc, c'est dans ce sens-là. Et moi, personnellement, je pense que si on agit dans ce sens-là, on peut pouvoir résoudre cette question sans aller vers des tentations divisionnistes du Tchad. La division n'aidera pas le Tchad. Et donc, je suis un convaincu du oui pour permettre à ce que, justement, on puisse dire un oui, mais il y a de l'exigence dans ce oui. De l'exigence d'équité, de l'exigence de justice sociale et d'exigence de gouvernement par la base. Il faudrait qu'au niveau de nos territoires, il y ait une meilleure gestion pour que la décision par la base, qu'on évite cet exode vraiment massif des populations pour pouvoir mieux les positionner chez eux et que leurs décisions puissent être prises là-bas. Donc, je crois qu'avec ces éléments, on peut raisonnablement penser que majoritairement les Tchadiens sont pour le oui. J'ai été au dialogue, je l'ai senti. La question du débat référendaire est venue en réalité dans les 10 derniers jours. Avant ça, la question n'avait pratiquement pas été posée. Regardez juste les 268 partis du Tchad. Je pense qu'il y en a peut-être une dizaine ou une quinzaine qui sont fédéralistes. Donc, c'est des éléments déjà, à mon avis, qui jaugent déjà l'esprit du fait que majoritairement les Tchadiens sont d'abord pour le oui, quand bien même ils demandent plus d'équité et de justice. Nous arrivons au terme de notre entrevue. Y a-t-il un dernier message, un dernier détail à ajouter? Bon, s'il y a un détail, en réalité, c'est vraiment un appel à la sincérité. Un appel à la sincérité, aussi bien des engagements, pas seulement du transformateur, ni de mon jeune frère Masra. C'est vraiment plus de sincérité. Et la sincérité, c'est de dire l'accord comme il est. Ce n'est pas laisser le déformer. Et de l'appliquer comme il est. Un accord n'est jamais parfait, mais c'est d'abord cet accord-là qu'il faille le faire. Et le gouvernement agit pour qu'il y ait encore autant d'accords possibles pour tous ceux qui sont en désaccord, pour permettre de pouvoir venir dire leurs contradictions ici. Il ne s'agit pas de museler qui que ce soit. Et donc c'est vraiment cet appel que je voudrais lancer à tout le monde, que ce soit au parti des transformateurs ou autres, pour vraiment de la sincérité et également du respect des engagements pris. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, porte-parole du gouvernement. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. À très bientôt pour un autre numéro d'entretien exclusif.